Personne ne vous a jamais demandé combien de promesses un peuple peut supporter avant de se briser. Combien d'années il peut attendre pendant que ses dirigeants vieillissent au pouvoir, pendant que ses enfants grandissent sans avenir, pendant que ses rêves sont reportés, encore et encore, au nom de la stabilité. Pourtant, c'est exactement la question que toute l'Afrique aurait dû se poser depuis longtemps. Et un jour, dans une salle feutrée d'Addis Abeba, cette question a été posée à voix haute. Brutalement. Sans politesse. Sans permission. Ce jour-là, ce n'était pas une conférence. Ce n'était pas un sommet. C'était un procès. Un procès moral. Un jugement public. Un moment où le silence est devenu trop lourd pour continuer à mentir. Quand le capitaine Ibrahim Traoré s'est levé face à Yoweri Museveni, il n'a pas seulement parlé à un homme. Il a parlé à un système. À une génération de dirigeants qui ont confondu libération et propriété privée du pouvoir. À des présidents qui ont promis l'avenir, puis l'ont confisqué. Et peut-être que ce qui dérange le plus, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est ce que nous savons tous être vrai, mais que nous n'osions plus prononcer. Car chaque fois que nous nous taisons, chaque fois que nous acceptons l'inacceptable, nous devenons complices. Alors posez-vous la question, dès maintenant, combien de temps encore allons-nous accepter d'être gouvernés par des promesses périmées? Yoweri Museveni n'est pas seulement un président. Il est devenu un symbole. Le symbole de cette maladie politique africaine que l'on refuse de nommer, le pouvoir prolongé jusqu'à la paralysie. 38 ans au sommet de l'État. 38 ans à expliquer que sans lui, le pays sombrerait. 38 ans à demander la patience pendant que les mêmes familles, les mêmes cercles, les mêmes généraux s'enrichissent. Quand Ibrahim Traoré a dit « Vous avez promis le progrès », il n'accusait pas un individu. Il accusait une trahison. La trahison d'une promesse faite à un peuple qui avait cru en la révolution. La trahison d'une génération qui avait risqué sa vie pour renverser l'oppression, seulement pour la voir revenir sous une autre forme, plus sophistiquée, plus institutionnalisée. Car le vrai crime n'est pas de ne pas réussir. Le vrai crime, c'est d'empêcher les autres d'essayer, d'étouffer toute alternative, de criminaliser l'opposition, de transformer l'État en forteresse personnelle. Et à ce moment précis, dans cette salle de l'Union africaine, une vérité insupportable a éclaté. Certains dirigeants ne gouvernent plus pour le peuple, mais contre lui. Les chiffres, contrairement au discours, ne mentent pas. Ils sont froids. Ils sont cruels. Et ils détruisent les mythes. En 1986, lorsque Museveni arrive au pouvoir, l'Ouganda est un pays ruiné mais plein d'espoir. Presque 40 ans plus tard, le PIB par habitant dépasse atteint les $900. 40 ans pour tripler un chiffre déjà misérable. Pendant ce temps, d'autres nations, sorties de guerre, de génocide, de chaos total, ont avancé plus vite. Plus de 70% des zones rurales sans électricité fiable. Des taux de mortalité maternelle qui humilient un continent qui se prétend en progrès. Des millions d'enfants qui étudient encore sous des arbres. Ce n'est pas un manque de ressources. C'est un manque de volonté. Au pire, une volonté détournée. Les rapports de la Banque africaine de développement, de Transparency International, ne racontent pas une success story. Ils racontent une stagnation maquillée en stabilité. Une corruption normalisée. Des investissements étrangers capturés par des entreprises liées à l'armée et au pouvoir. L'argent circule, oui. Mais il ne descend jamais jusqu'au peuple. Et quand les chiffres parlent, ils posent une question impitoyable, à qui profite réellement ce pouvoir prolongé? Mais derrière les statistiques,
il y a des visages. Une mère qui marche des kilomètres pour accoucher dans un centre de santé sans électricité. Un étudiant brillant qui sait qu'il n'a aucun avenir s'il ne se soumet pas au parti. Un paysan qui voit ses terres promises à des multinationales pendant qu'on lui parle de patriotisme. Quand Claude parlait, il parlait pour eux. Pour ceux qui n'ont jamais eu de micro. Pour ceux qui savent que parler, c'est risquer la prison, l'exil ou pire. En Ouganda, comme ailleurs, la parole est devenue un mode de gouvernance. Une peur silencieuse, intégrée, qui fait que les gens baissent la voix quand ils critiquent, regardent autour d'eux avant de parler vérité. Et c'est là que le discours devient insupportable pour les puissants. Parce qu'il brise le pacte du silence. Il rappelle que le peuple n'a pas oublié. Que les humiliations s'accumulent. Que chaque promesse non tenue laisse une cicatrice. Et que ces cicatrices, un jour, saignent ensemble. À cet instant, le discours a changé de nature. Ce n'était plus un constat. C'était une accusation morale. Vous n'avez pas seulement échoué, disait Traoré. Vous avez empêché le progrès. Cette phrase est une bombe. Car elle renverse la narration officielle. Et dit que le problème n'est pas l'absence de solution, mais la présence d'un obstacle, le pouvoir lui-même. Combien de jeunes ont été gazés, emprisonnés, réduits au silence pour avoir osé imaginer un autre avenir? Combien d'élections ont été vidées de leur sens? Combien de constitutions ont été modifiées pour satisfaire un seul homme? Et à ce moment-là, la question devient personnelle pour chaque spectateur. Si ce système vole l'avenir de vos enfants, jusqu'où êtes-vous prêt à tolérer? Car rester neutre, c'est choisir le camp du plus fort. Et chaque jour de silence est une autorisation donnée à l'injustice. Voilà pourquoi ce discours dérange. Il force chacun à regarder sa propre lâcheté en face. Il y a une dimension que les chiffres ne peuvent pas saisir, la dimension spirituelle. En Afrique, le pouvoir n'est pas seulement politique. Il est moral. Il est secret. Gouverner, c'est répondre devant le peuple, mais aussi devant Dieu, devant les ancêtres, devant l'histoire. Et quand un dirigeant s'accroche au pouvoir au détriment de son peuple, il commet un péché politique. Les Écritures, toute tradition confondue, nous rappellent une vérité simple, celui à qui l'on a beaucoup donné devra rendre des comptes. Gouverner pendant 40 ans sans transformer radicalement la vie de son peuple n'est pas une bénédiction. C'est un avertissement. Un avertissement que le pouvoir est devenu une idole. Traoré l'a compris. C'est pourquoi il a parlé de limites, de transition, de refus de confondre sa survie personnelle avec le destin national. Car l'histoire africaine est remplie de révolutionnaires devenus tyrans. Et chaque fois, le résultat est le même, trahison, stagnation, colère. Alors vient le moment du choix. Ce discours n'était pas un spectacle. C'était un appel. Un appel à rompre avec la culture de l'intouchabilité. À accepter que les dirigeants africains rendent des comptes à d'autres Africains, pas à l'Occident, pas aux baillards, mais à leur propre peuple. Si les dirigeants refusent cette tradition de compte, alors la jeunesse la prendra. Avec des mots, avec des votes, ou avec des révoltes. L'histoire ne laisse jamais un vide moral impuni. Et ceux qui pensent pouvoir gouverner éternellement découvrent toujours, trop tard, que la porte change de camp. Ce que Traoré a fait n'est pas sans risque. Mais le risque de ne rien faire est plus grand encore. Car un continent jeune gouverné par des hommes fatigués est une bombe à retardement. Et la question n'est pas si elle explosera, mais quand. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Vous qui regardez cette vidéo,
Vous qui vivez ces réalités. Vous qui savez, au fond de vous, que quelque chose ne va pas. Allez-vous continuer à applaudir des discours vides? Ou allez-vous exiger des résultats réels, mesurables, humains? Abonnez-vous si vous refusez le silence. Likez si vous pensez que le pouvoir doit avoir une limite. Partagez cette vidéo si vous croyez que l'Afrique mérite mieux que des présidents à vie. Et surtout, répondez à cette question dans les commentaires. Un dirigeant arrivé par les armes peut-il vraiment devenir un serviteur du peuple? Ou le pouvoir conduit toujours, tôt ou tard? Votre réponse compte. Parce que l'avenir ne se décide plus dans les salles fermées. Il se décide ici. Maintenant. Par ceux qui osent parler. Et pourtant, il faut aller encore plus loin, parce que ce moment à Addis Abeba n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas une simple altercation verbale entre deux dirigeants que les médias oublieront demain. C'est un symptôme. Le symptôme d'un continent arrivé à un point de rupture psychologique. Car quand un jeune capitaine ose regarder un président de près de 4 décennies de pouvoir et lui demander publiquement des comptes, ce n'est pas seulement du courage. C'est le signe que la peur ne fonctionne plus comme avant. Pendant des années, la peur a été l'outil principal de gouvernance. Parle du chaos. Parle de la guerre civile. Parle de l'ingérence étrangère. Parle de l'inconnu. On a expliqué aux peuples africains que la stabilité valait mieux que la liberté, que l'ordre valait mieux que la justice, que l'attente valait mieux que le risque. Mais à force de reporter l'avenir finit par se rebeller. Ce que Museveni a fait en quittant la salle sans répondre n'est pas un détail. C'est un aveu. Pas un aveu juridique, mais un aveu moral. Car un dirigeant sûr de son bilan ne fuit pas la confrontation. Un dirigeant confiant dans son héritage ne craint pas les questions. Marcher hors de cette salle, c'était dire au monde, je ne dois pas d'explication. Et c'est précisément cette mentalité qui alimente la colère silencieuse des peuples. Car regardez autour de vous. Regardez les villes, les universités, les villages. Une génération entière arrive à maturité sans jamais avoir connu l'alternance, sans jamais avoir vu un président partir volontairement, sans jamais avoir senti que sa voix pouvait réellement changer quelque chose. Cette génération est connectée, informée, comparant son sort à celui d'autres peuples. Et elle pose une question simple, mais explosive, pourquoi pas nous? Pourquoi tant de richesses naturelles produisent-elles si peu de dignité humaine? Pourquoi tant de discours sur la souveraineté coexistent-ils avec tant de dépendance économique? Pourquoi les mêmes visages gouvernent-ils pendant que les mêmes problèmes persistent? À un moment donné, ces questions cessent d'être théoriques. Elles deviennent existentielles. C'est là que le discours de Traoré devient dangereux pour l'ordre établi. Parce qu'il réintroduit une notion que les régimes prolongés détestent, la finitude. L'idée que le pouvoir n'est pas éternel. Que personne n'est indispensable. Que l'histoire continue après vous. Que ceux qui ont bâti leur identité entière autour de la présidence, c'est une menace insupportable. Mais soyons clairs. Ce discours n'aide pas Traoré. Il ne le sanctifie pas. Au contraire, il le met sous surveillance. Publiquement. Historiquement. En promettant une transition, en parlant de limites, il s'enchaîne lui-même à ses paroles. Et c'est là que réside le vrai test. Car l'Afrique n'a pas besoin de nouveaux hommes forts. Elle a besoin d'institutions fortes. Elle a besoin de dirigeants temporaires et de principes permanents. La tragédie africaine n'a jamais été le manque de leaders charismatiques. Elle a été l'absence de mécanismes pour les empêcher de se transformer en tyrans. Chaque révolution commence avec des chants, des drapeaux, des slogans.
Mais seules celles qui acceptent de s'auto-limiter survivent moralement. Toutes les autres finissent dans le sang ou la stagnation. Alors la question qui dérange vraiment n'est pas « Museveni a-t-il échoué ?» La vraie question est « Pourquoi avons-nous permis que cela dure si longtemps ?» Pourquoi avons-nous normalisé la normale? Pourquoi avons-nous confondu respect des anciens et soumission aveugle? Dans beaucoup de cultures africaines, honorer les anciens ne signifie pas leur abandonner l'avenir. Et vous, qui regardez ceci, vous avez un rôle plus important que vous ne le pensez. Les régimes autoritaires survivent rarement uniquement par la force. Et survivent par l'habitude, par la fatigue, par le cynisme, par cette petite voix intérieure qui dit à quoi bon. Mais l'histoire montre que le moment où cette voix se tait est le moment où tout bascule. Ne vous trompez pas. Les élites observent. Elles regardent les commentaires. Elles analysent les réactions. Elles mesurent le courage collectif. Chaque partage, chaque discussion, chaque refus de se taire fissure un peu plus le mur de l'impunité. Le pouvoir aime le silence. Il prospère dans l'indifférence. Il panique face à une population qui pose des questions précises et refuse les réponses vagues. Alors posez-les, ces questions. Pourquoi un dirigeant a-t-il besoin de changer la Constitution pour rester? Pourquoi l'opposition est-elle toujours présentée comme une menace plutôt que comme une alternative? Pourquoi la jeunesse est-elle vue comme un problème à contrôler plutôt qu'une force à libérer? Ces questions ne sont pas subversives. Elles sont citoyennes. Et n'oubliez jamais ceci, aucun pouvoir n'est éternel, mais chaque peuple porte longtemps les conséquences de ce qu'il a toléré. Les livres d'histoire ne se souviennent pas de ceux qui ont gardé le silence pour préserver leur confort. Ils se souviennent de ceux qui ont parlé quand le prix était élevé. Alors, encore une fois, la question vous est posée. Pas à Museveni. Pas à Traoré. À vous. Jusqu'où êtes-vous prêt à accepter l'inacceptable? Et à partir de quand déciderez-vous que votre avenir mérite plus que des promesses recyclées? Écrivez-le. Dites-le. Partagez-le. Parce que le moment le plus dangereux pour un système injuste, ce n'est pas quand les gens crient. C'est quand ils commencent à penser. La première leçon est brutale, mais nécessaire. Le temps au pouvoir n'est pas une preuve de réussite.